des enseignants que nous avons reçus. Pour les doctorants, nous sommes toujours en cours de recevoir les listes. De notre côté, on est à jour. Il n'y a aucune liste en attente. Donc, s'il y a parmi nous des doctorants qui n'ont pas de compte, c'est parce que nous n'avons pas reçu les listes des universités. Il reste encore deux universités qui n'ont pas encore envoyé les listes des doctorants, mais pour les autres, la plupart, ils ont envoyé et les envois sont toujours en cours. Donc, si quelqu'un n'a pas de compte, il vaut mieux contacter votre CEDOC ou vos responsables dans votre établissement pour signaler ce cas et leur donner vos coordonnées pour nous les envoyer. Malheureusement, on ne peut pas traiter les demandes individuelles parce qu'elles sont énormes. On reçoit beaucoup de demandes individuelles, on ne peut pas les traiter. C'est pour cela qu'on emprunte cette voie que vous savez tous, la création à base des listes des demandes reçues des universités. Presque dans chaque université, on a un correspondant qui coordonne avec nous cette action. Donc, sinon, on est, euh, on, on est ouvert pour recevoir des listes de la part des responsables des établissements qui ne l'ont encore pas fait. Et ça pour permettre à tous les chercheurs, enseignants et doctorants d'avoir un compte leur permettant de vérifier l'authenticité de leurs travaux de recherche. Donc, ce sont les points que j'ai désiré clarifier. Euh, bon, comme c'est affiché, l'enregistrement sera disponible plus tard. On le met sur notre chaîne officielle, CNRST officielle, chaîne YouTube, et on annonce la disponibilité de l'enregistrement sur notre page Facebook www.facebook.com/imist majuscule.cnrst majuscule. On va partager avec vous ces adresses et ces liens sur le chat. Toutes nos formations sont annoncées sur la page Facebook et sont également annoncées auprès de nos correspondants dans les universités. On essaye de couvrir tous les canaux de communication pour vous faire parvenir la bonne information. Donc, je vous remercie pour votre présence avec nous aujourd'hui et on est là pour vous assister, pour vous accompagner, pour avoir votre compte et pour une bonne utilisation de la solution anti-plagiat. Bien à vous, Pamela. Avec nous, Pamela, bien sûr que vous connaissez tous, la consultante experte auprès de Turnitin, pour vous montrer comment utiliser la solution Authenticate V2. Merci, merci bien pour cette introduction. Alors moi, j'ai aussi changé de la dernière page à la page de maintenant parce que je voudrais vous dire justement quelque chose sur ce qui concerne l'attestation de participation. Nous n'offrons pas d'attestation de participation pour ce type de session. Ainsi que moi, je reçois toujours des requêtes, des emails sur ça. Et malheureusement, il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour ça. Ainsi que oui, l'enregistrement sera disponible, mais l'attestation de participation, on n'en a pas. D'accord? Alors, merci d'être ici encore une fois pour cette session d'Authenticate. Euh, oui, je suis Pamela, comme vous avez entendu, je m'occupe de formation ici à Turnitin et aujourd'hui, on va parler avec vous d'Authenticate, la solution que vous allez utiliser pour vérifier la similarité entre vos thèses ou vos articles et notre base de données. D'accord? La base de données qui inclut euh, des pages Internet, des publications et des travaux d'autres auteurs, étudiants, chercheurs, etc. Euh, Moi, bien sûr, je m'occupe de votre formation, mais si vous rencontrez des problèmes techniques, on a toujours une équipe qui s'occupe de ça 24 heures sur 24 et on pourra aussi avoir l'opportunité de envoyer un email à cette équipe et vous allez alors retrouver une solution avec eux. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va introduire Authenticate si vous ne le connaissez pas et après, on va faire
la démo de la plateforme. La nouvelle plateforme, si vous ne l'avez déjà vue, c'est très simple à utiliser et bien sûr, plusieurs paramètres sont exactement les mêmes. C'est seulement une question de s'adapter à la nouvelle formatation des comptes. Comme vous savez, on peut utiliser Authenticate pour vérifier vos thèses, vos articles de recherche, etc. Euh, et ce qu'on peut faire avec ça, c'est de protéger vos contenus, votre réputation. Une fois que vous, par exemple, recevez un rapport de similarité, vous pouvez alors changer quelque chose, vous pouvez peut-être ajouter des guillemets si vous n'avez pas citer correctement peut-être des phrases ou des paragraphes, etc. Ainsi que vous l'utilisez pour améliorer votre manière d'écrire académiquement. Ce n'est pas un système qu'on utilise pour pénaliser les chercheurs ou pour pénaliser les auteurs. C'est ici une opportunité pour vous de perfectionner votre manière de d'écrire un article académique, une thèse, et après, peut-être d'avoir l'opportunité de publier dans n'importe quel journal scientifique, par exemple. Euh, la base de données d'Authenticate, comme je vous ai mentionné auparavant, inclut site Internet, publications, articles, thèses de recherche, etc., ainsi qu'on a la base de données la plus complète autour de tous les logiciels qu'on peut utiliser maintenant pour ce type de travail. Alors, comment fonctionne la nouvelle version d'Authenticate? OK, on va la voir ensemble maintenant. Je sais qu'on avait encore des questions sur l'accès à Authenticate et je peux vous dire que euh, moi, je ne peux pas vous donner accès, mais si vous voulez contacter toutes les départements que Madame Slimani vous a conseillés, il serait mieux de les écrire directement et pas de rejoindre vers nous parce que nous n'avons pas l'opportunité de vous donner un compte. Alors, euh, ce qu'on va faire ici sur la nouvelle version d'Authenticate, c'est de rejoindre en utilisant un lien comme celui ici à note. OK? Ça, c'est mon lien d'accès, mais chaque institution va retrouver un lien différent. Et une fois que vous créez votre mot de passe sur la nouvelle plateforme, vous allez voir ici à note quel est le lien pour votre institution. Euh, Vous devrez le mettre dans votre liste de bookmarks parce que avec ça, il sera plus facile de le retrouver quand vous avez besoin d'utiliser Authenticate dans le futur. OK? Ainsi que euh, euh, il serait mieux d'avoir ce lien sur la liste des bookmarks. Une fois que vous vous connectez à la plateforme, vous allez retrouver euh, euh, le compte du chercheur qui vous apparaît un peu comme ça. D'accord? Alors, euh, ce qu'on peut trouver ici, comme je vous ai dit, ce sont toutes les options qu'on avait auparavant dans l'ancienne version d'Authenticate, mais comme vous voyez ici déjà, la formatation est un peu différente. OK? En premier, on va voir que on a ici à gauche quatre sections. On a la section Mes fichiers. On peut la voir aussi au centre de l'écran, comme ça. Après, on peut voir Partager avec moi, Corbeille et Paramètres. OK? On va commencer avec Mes fichiers. OK? Ici, on peut déposer nos documents et aussi recevoir nos rapports de similarité. OK? Alors, on peut faire deux choses. On peut déposer des documents sans créer des dossiers ou on pourra ajouter des dossiers pour organiser nos contenus par, je sais pas, par journal, par nombre d'auteurs, par thème, sujet, ce que vous voulez. D'accord? Alors, si je décide de déposer un document sans créer un dossier, alors je vais directement
Ici à droite, vous voyez la section chargée. Et ici, on a deux options. Si je clique sur la flèche ici, on a comparaison de base de données et comparaison de documents. Celles-ci sont les deux options de déposition de documents. Alors, si je choisis comparaison de base de données, je peux, comme on dit, commencer une comparaison traditionnelle. Ça veut dire que je dépose un document, une thèse, un article, etc. Et je le compare avec la base de données entière d'Authenticate. D'accord? Je peux vérifier les exigences de fichier, OK? La taille, le type de fichier, etc. OK? Et je vais le fermer. Et après, je peux sélectionner un fichier et bien sûr compléter l'opération et recevoir un rapport de similarité après. OK? Ça, c'est l'opération qu'on doit faire si on veut euh, déposer un document et le comparer avec la base de données complète. OK? Ça, c'est la première option. La deuxième option, la comparaison de documents, c'est une comparaison limitée entre un document principal et un maximum de 5 documents de votre choix. Alors, si je clique sur comparaison de documents, on va voir ici qu'on doit mettre le fichier principal. Mettons que, par exemple, moi, je m'occupe d'un journal scientifique. D'accord? Je reçois très souvent des articles qui viennent euh, d'autres auteurs, d'autres universités. D'accord? Alors, j'ai reçu aujourd'hui un article de recherche. Je l'ai lu et je l'ai trouvé un peu similaire à quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre que j'ai déjà publié l'année passée. D'accord? Alors, j'ai une idée des auteurs qui ont publié quelque chose de similaire l'année passée. Alors, je vais mettre le fichier principal, que c'est le document que j'ai reçu aujourd'hui, et je vais aussi ajouter les fichiers de comparaison que, par exemple, j'ai reçu il y a un an. Et si je choisis le document principal, par exemple, comme ça, OK? Et après, je peux ajouter le prénom et nom de l'auteur, mais ça, c'est pas nécessaire. Je peux choisir le fichier aussi, les autres, par exemple, ces trois-là, OK? Et si j'ai fini, j'ai terminé avec ma choix des fichiers de comparaison, alors je peux confirmer. Et une fois que je fais ça, la comparaison sera faite seulement entre ces quatre documents. Et bien sûr, le résultat me montreront seulement une liste de sources, que c'est la liste de sources que vous voyez ici, les fichiers de comparaison. D'accord? Pour ce qui concerne les paramètres d'exclusion, etc., ça va rester la même liste qu'on trouve si on, par exemple, complète une comparaison avec la base de données. Mais ici, on parle d'une comparaison limitée. Alors, comment apparaîtront euh, ces deux fichiers? Alors, ici, vous pouvez voir qu'on a document à document. Ça, c'est la comparaison entre mon document principal et les trois que j'ai choisis, ou 18% que c'est la comparaison entre mon article et la base de données d'Authenticate, ainsi qu'il y a une différence. Mais comme j'ai dit, la liste des paramètres, les exclusions, etc., ça reste toujours la même. Je vous montre justement, on va analyser le rapport de similarité dans quelques instants, mais je vais justement vous montrer la différence entre les deux, OK? Si j'ouvre document à document, justement pour vous montrer la différence entre les sources, ici à droite, OK, je peux voir qu'on a toutes les sources et les sources sont les trois documents euh, que j'ai ajoutés moi-même à la comparaison. Mais c'est tout. On n'a pas d'autres sources. On n'a pas l'utilisation de la base de données d'Authenticate. Si je retourne sur mes fichiers et je clique sur le 18%, les 18% me montrent une liste de sources ici qui est différente parce que bien sûr, la base de données est beaucoup plus complète et, et on a une liste beaucoup plus large de documents qu'on a pu comparer avec notre article. Vous voyez, la liste est toujours plus large et on a aussi d'autres choses qu'on peut utiliser, par exemple
et groupe de correspondance et les filtres sont toujours les mêmes. OK? Ainsi que la différence est limitée à la base de données entre les deux. D'accord? OK. On a vu comment on peut déposer un document, mais si je voulais, par exemple, organiser mes documents dans un dossier, comme j'ai dit, par date, par sujet, etc., qu'est-ce qu'on va faire? Alors, bien sûr, on doit ajouter un dossier. Et quand je clique sur Ajouter un dossier, je peux retrouver ce petite boîte ici. Alors, le nom du dossier est nécessaire parce que sinon, on ne peut pas le créer. Et aussi, si votre administrateur le permet, vous pouvez aussi décider de temps en temps si vous voulez, par exemple, indexer vos documents sur la base de données ou pas. OK? Ça, c'est seulement pour les comparaisons internes, mais c'est un choix que vos administrateurs font avant de créer vos comptes Authenticate. Alors, si vous voyez cette option, ça veut dire que vous pouvez choisir comme vous voulez, si vous voulez indexer dans la base de données ou pas. Indexer, ça veut dire créer des copies de vos articles, thèses, etc. et les retenir au-dedans de la base de données d'Authenticate pour des comparaisons futures. Alors, si la section est en gris, ça veut dire que vous n'allez pas indexer. Si vous cliquez sur la section en gris et ça devient verte, ça veut dire que les documents seront retenus pour les comparaisons futures. OK? On aura indexé. Et ça, celles-ci sont les options que vous retrouvez ici sur la création de dossier. Une fois que vous créez le dossier vous apparaîtra en noir comme ça. Et une fois que vous ouvrez, par exemple, vous cliquez sur le nom du dossier, vous allez euh, cette page où vous pouvez déposer un document dans la même manière qu'on a vu auparavant. Comparaison de base de données ou comparaison de documents. Exactement la même manière. OK? Mais vous aurez l'opportunité d'avoir caché vos documents déposés au-dedans d'un dossier en particulier. OK? Euh, Vous voyez ici qu'on a, par exemple, créé deux versions du même journal scientifique. OK? Mais, par exemple, si vous avez décidé de laisser de tester, par exemple, avec version 1, tous vos articles, par exemple, et vous n'avez pas l'intention de les indexer parce que celles-ci sont des versions intermédiaires de vos thèses, de vos articles, etc. Vous pouvez la laisser comme ça avec l'option d'indexer fermée. Mais si vous, par exemple, décidez alors de créer une deuxième version de votre dossier, par exemple, pour votre journal, vous pouvez alors créer une version pour les copies finales. Et dans ces cas, vous pouvez alors décider d'indexer parce que dans ces cas, on va indexer seulement la copie finale. Vous pouvez utiliser le dossier comme vous voulez. C'est à vous de décider. Il n'y a pas quelque chose qu'on va vous forcer à faire. OK? Et moi, je vous montre seulement toutes les options que vous avez. D'accord? Alors, mettons que vous voulez collaborer avec des collègues et vous voulez que vos collègues visualisent les copies que vous avez reçues, que vous avez vérifiées. OK? OK? Comment faire ça? Alors, on peut cliquer sur la boîte près du titre et en haut, vous voyez l'option de partager. OK? Alors, si je clique sur partager, je peux alors mettre, je ne sais pas, les initiales de mon collègue. euh, et une fois que je le vois, je peux cliquer sur ça et je peux l'inviter à visualiser mon dossier. D'accord? Alors, ainsi que les résultats de la similarité ou bien sûr de la détection IA seront visibles pour les documents au-dedans de ces dossiers, pour moi et pour mon collègue aussi. D'accord? Une fois que moi, je décide d'inviter mon collègue, ce que va apparaître sur les dossiers, c'est ce petit personnage ici au-dedans de la boîte à noir.
ça veut dire que j'ai partagé quelque chose avec un collègue. OK? Je peux toujours changer d'avis, par exemple, cliquer encore une fois près du titre, cliquer sur partager et après décider d'éliminer mon collaborateur. OK? Avec la croix, je clique sur la croix et mon collègue disparaîtra euh, de mon dossier. D'accord? Ainsi que je peux toujours changer d'avis si j'ai, par exemple, partagé quelque chose avec incorrectement, par exemple, euh, je peux toujours changer d'avis. D'accord? Ainsi que c'est une option que j'ai. S'il y a quelqu'un qui a partagé des documents avec moi, OK, je peux immédiatement le voir ici à gauche dans la section Partager avec moi. Alors, si je clique sur Partager avec moi, je peux voir que j'ai 3 dossiers que mon collègue a partagé avec moi. Et si il a, par exemple, déjà déposé des documents au-dedans de ces dossiers, je peux ouvrir en cliquant sur le titre, je peux ouvrir le dossier et voir les documents ou le document, dans mon cas, qui a été déposé au-dedans de ces dossiers. D'accord? Ainsi que c'est une manière très rapide de partager quelque chose et de collaborer avec vos collègues. OK? Euh, comment peut-on alors euh, paramétrer les exclusions au-dedans, par exemple, de nos comparaisons ici? Alors, à gauche, j'ai l'option paramètres. OK? Alors, si je clique sur paramètres, je peux retrouver des options d'exclusion. OK? On en a plusieurs que vous déjà connaissez. Par exemple, on compare vos documents avec les publications de Crossref, les pages Internet, les œuvres envoyées, qui sont les documents que d'autres chercheurs ou d'autres professeurs, étudiants, etc., ont déjà indexé de la base de données, et publications qui ne font pas partie du groupe Crossref. D'accord? Alors, on a tous ces 5 options. Il serait mieux de les laisser activer tous les 5. On peut toujours changer d'avis au-dedans d'un rapport de similarité, mais les avoir toutes activées, ça me donne l'opportunité d'avoir des résultats un peu plus fiables. D'accord? Alors, l'exclusion du rapport de similarité, on peut exclure résumé, faible correspondance, matériel et méthode, bibliographie, citation directe, source des préimpressions et citation indirecte. OK, ça c'est la liste de toutes les choses que je peux exclure auparavant. Comme vous savez, parce qu'il existait dans les systèmes d'Authenticate précédents, les faibles correspondances sont des sources ou des correspondances qui sont plus petites d'un certain nombre de mots. On avait l'opportunité sur la version ancienne d'Authenticate d'exclure aussi par pourcentage, mais maintenant, cette exclusion n'est plus disponible ici. L'exclusion des faibles correspondances est seulement disponible par nombre de mots. D'accord? C'est pas une erreur, c'est la seule option que vous avez ici. OK? Moi, comme je dis toujours, je ne conseille jamais d'exclure les faibles correspondances ici parce qu'on n'a pas euh, devant nos yeux les rapports de similarité. On ne sait pas s'il y a quelque chose d'important, de significatif sur une des faibles correspondances ou pas. Ainsi qu'il serait mieux de le laisser comme ça et de continuer avec le reste. OK? Une option additionnelle ici sont les exclusions des sections personnalisées. Alors, cette liste des sections peut être créée seulement par vos administrateurs, OK? Ainsi que les administrateurs créer leur propre liste, si vous voulez, des sections personnalisées. Mais si vous en avez des autres que vous voulez voir dans cette liste, vous devez rejoindre chez vos administrateurs et lui demander de les ajouter ici. OK?
Pourquoi ça? Parce que c'est un peu différent de la version ancienne d'Authenticate où on pouvait créer nos propres listes d'exclusion pour les pages Internet et notre propre liste d'exclusion pour les phrases, par exemple. Ici, moi, je ne peux pas créer ces exclusions moi-même. Je dois demander à mon administrateur de le faire pour moi. OK? On ne peut pas exclure des phrases non plus, mais on peut exclure des sections personnalisées et aussi on peut demander à notre administrateur du compte de, euh, de créer une liste de sites Internet pour l'exclusion directe de ces sites Internet de la comparaison. OK? Mais ici, vous trouvez tout déjà créé. Vous devez seulement sélectionner ou désélectionner ce que vous voulez éliminer ou retenir. OK? Bien sûr, ces options, ces paramètres, il serait mieux de les sélectionner ou de les choisir avant de commencer à déposer des documents parce que, bien sûr, ces options, ces paramètres influenceront euh, toutes nos comparaisons. OK? Et ça, c'est tout ce que vous trouvez sur les paramètres. Vous allez toujours avoir l'opportunité de modifier ces choix une fois que vous êtes au-dedans du rapport de similarité. D'accord? Alors, pour ce qui concerne la corbeille, c'est la dernière option que je vais vous montrer. Alors, si par exemple, vous voulez éliminer définitivement un document de la base de données institutionnelle ou simplement d'Authenticate, de votre liste Authenticate, vous pouvez alors envoyer vos documents à la corbeille. Alors, si je retourne sur mes fichiers, je choisis ce document-là, par exemple, History of Spain. OK? Je veux le supprimer. Je veux cliquer sur supprimer. Et là, OK, je vois maintenant que le fichier a disparu de ma liste. Où est ce fichier maintenant? Ce fichier est maintenant au-dedans de la corbeille. Si je clique sur la corbeille, voici le document là, Easter Spain. Si je veux l'éliminer définitivement, je clique sur la boîte près du titre et ici à note, je trouve supprimer définitivement. Et avec ça, je peux éliminer les documents directement d'Authenticate et on ne peut pas les récupérer. Ainsi que si je décide de supprimer définitivement, ces documents disparaîtra. Si j'ai besoin, encore une fois, de ce rapport de similarité pour cet article, je dois le déposer de nouveau. OK? Et ça veut dire aussi que je dois alors déposer de nouveau et utiliser un crédit de la licence de nouveau pour voir encore une fois le rapport de similarité pour le même article. OK? Parce que ce que vous n'avez pas l'option de faire ici, c'est une option qu'on avait dans le système précédent, c'est de avoir cinq opportunités de déposer de nouveau le même article sans utiliser des crédits additionnels. OK? Dans ce système ici, on peut déposer plusieurs fois le même article, etc. Mais chaque déposition du même article, troisième version, quatrième version, etc., utilisera des crédits additionnels. OK? Ainsi que l'option de réviser et déposer de nouveau le même document 3, 4 fois, 5 fois, sans utiliser des crédits additionnels, ici, dans cette plateforme, n'existe pas. Chaque fois que je dépose une nouvelle version de mon article, j'utilise un crédit de la licence et pour ça, il est toujours important de vraiment penser s'il est nécessaire de déposer une autre copie ou pas, parce qu'on sait que euh, on doit toujours penser que là, on n'a pas l'opportunité illimitée de déposer pour notre propre compte. Authenticate, en général, ne peut pas imposer une limite de déposition, mais il serait bonne pratique peut-être de contacter votre département, l'IMIST, etc., pour avoir une idée
de combien de documents peut-être il serait mieux de déposer par chercheur, par exemple, parce que au-dedans d'Authenticate, il n'est pas possible de voir cette limite. Dans la version ancienne, on pouvait voir, par exemple, la limite pour les comptes en général, mais ici, on n'a pas cette option non plus. D'accord? Alors, comme vous voyez ici, on peut voir le taux de similarité si on a utilisé la comparaison avec la base de données. Ce qu'on ne peut pas voir, c'est par exemple le taux de détection IA. Taux de détection IA, pardon, n'est pas disponible ici sur votre compte chercheur. Si vous voulez voir, par exemple, le taux de détection IA, il serait nécessaire d'ouvrir un rapport de similarité et voir la pourcentage directement au-dedans du rapport. D'accord? Quelle est la différence entre la comparaison de similarité et la détection IA? Avec la comparaison de similarité, on compare vos textes avec la base de données d'Authenticate, mais quand on parle de détection IA, il n'y a pas une base de données de texte écrit par l'IA. On a seulement une comparaison linguistique entre le vocabulaire, la grammaire, par exemple, qui est répété très robotiquement par les outils IA et qui peut se présenter et qui peut être évidente aussi au-dedans de vos articles, par exemple. OK, ça, c'est le type de détection qui fait l'IA. Aussi, quelle est la différence entre les langues détectées pour la similarité et IA? La similarité peut détecter virtuellement n'importe quelle langue au monde parce que ce qu'on détecte pour la similarité, c'est la succession des mots d'un certain alphabet. Alors, on peut utiliser l'alphabet arabe, le japonais, le cyrillique, le latin, etc. On peut utiliser tout ça. Mais quand on parle d'une détection IA, les seules langues dans ces moments-là qui peuvent être détectées sont l'anglais, l'espagnol et le japonais. On a déjà commencé à tester l'arabe et on pense que peut-être dans quelques mois, à la fin de l'été, on pense peut-être un peu plus tard, on pourra avoir la détection IA en arabe aussi. Mais maintenant, cette détection n'est pas disponible, d'accord? Ainsi que c'est seulement IA pour japonais, anglais et espagnol et similarité virtuellement pour toutes les langues existantes, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on commence l'analyse d'un rapport de similarité? Alors, je clique sur les 18%, par exemple, de cet article, OK? Et ça m'ouvre un rapport de similarité, d'accord? Alors, je peux voir ici un rapport de similarité sur un texte en anglais, OK? Euh, Ce que je vois à note, comme vous voyez, c'est un peu euh, mieux organisé de l'ancien rapport parce que ici, il n'y a pas trop de confusion entre les sections qu'on peut utiliser parce qu'on voit immédiatement qu'on a l'opportunité d'analyser les résultats de similarité. Quelles sont les sections personnalisées qu'on a exclues? Indicateurs, texte masqué et texte remplacé, quelque chose qui n'existait pas dans la version précédente, et écriture par IA. OK? À droite, très facile, si on a choisi surligné en bleu la similarité, ici à droite, on va voir le taux de similarité global, on va voir l'opportunité de euh, filtrer, paramétrer nos exclusions. On peut voir les groupes de correspondance et les sources. Alors, groupe de correspondance, je vais l'expliquer dans un instant, mais c'est quelque chose de nouveau. Mais ça marche seulement si le document a été écrit en anglais. OK? Si vous avez créé un document en espagnol, en français, en arabe, etc., les groupes de correspondance n'apparaîtront pas. Ça, c'est seulement pour les
les documents déposés en anglais, écrits en anglais. Mais on a toujours la liste des sources, ça va apparaître toujours, OK? Et on a, vous voyez cette option, afficher les sources sous-jacentes, OK? Et ces sources sous-jacentes sont, on peut changer d'avis ici. Si par exemple on voit la petite boîte ici en vert, ça veut dire que ça c'est la liste complète des sources retrouvées pendant la comparaison. OK? Mais si je clique sur la boîte en vert, ça devient gris. Et quand cette boîte devient gris, on va voir seulement le sommaire des sources identifiées. Alors, le sommaire, comme vous savez, c'est la liste des sources qui ont été choisies par l'algorithme d'Authenticate. C'est la liste des sources qui sont très similaires, oui, à votre texte, mais aussi qui ont été ajoutées très récemment au-dedans de la base de données. D'accord? C'est une liste limitée, bien sûr, parce que c'est seulement un sommaire. Et pour cette raison-là, parce que et ça, c'est un sommaire, on peut voir immédiatement les sources identifiées dans la liste, surlignées par des couleurs différentes directement sur les textes. OK? Et je peux toujours cliquer sur le numéro qui apparaît près du couleur. Et ça va bien sûr me montrer avec un couleur un peu plus fort quelles sont les parties du texte de mon auteur et les parties de l'autre source au-dedans de la base de données qui se ressemblent. OK? Je peux voir que je peux exclure la source directement au centre de l'écran avec cette petite boîte en noir, exclure ce texte. Je peux aussi exclure le texte en utilisant cette option d'exclusion ici à droite. OK? Et je peux toujours faire ça. OK? Je peux aussi lire cet article, un texte complet, si je clique sur afficher le texte source intégrale. OK? Je peux voir l'article complet. D'accord? Alors, bien sûr que vous savez, ici, au-dedans du type de source, je peux voir page Internet, publication, travaux envoyés, etc. OK? Euh, et ça, c'est la liste, comme j'ai dit, le sommaire. Si je clique encore une fois sur la petite section en gris, je retourne sous le vert, je peux voir le reste des sources, la liste des sources complète. OK? Quand je vois la liste des sources complète, vous voyez au centre de l'écran que le texte n'est pas surligné avec des couleurs. Je dois cliquer sur une des sources pour voir alors la partie qui est similaire entre le texte qu'on a reçu aujourd'hui et la source Internet dans ces cas qui est au-dedans de la base de données. Je peux le voir alors face à face. OK? Sinon, si je ferme la source, il n'y a pas de texte surligné ou coloré avec ou identifié avec un numéro en particulier. OK? Je dois cliquer sur la source et ça va me surligner le texte. OK? C'est important parce il y a une différence entre le sommaire et la liste des sources. Euh, Aussi, bien sûr, ici, il est plus facile de voir les correspondances petites. Vous pouvez ici voir qu'on a, par exemple, des sources qui incluent seulement 10 mots, par exemple. Je peux les ouvrir et voir s'il y a du texte intéressant ou important ici. Est-ce que ce texte, cette phrase devrait être citée, par exemple, entre guillemets? Pour ma part, ça me semble justement une formule et cette formule, peut-être que tout le monde l'écrit exactement de la même manière et pourtant, on n'a pas besoin de le citer. Et dans ces cas, alors, je peux exclure le texte et ça va disparaître de ma liste, par exemple. Mais il pourrait être aussi que euh, le texte de la source que j'exclus existe dans d'autres sources qui sont dans la liste. Alors, je peux décider si je veux les exclure individuellement ou si je veux utiliser les filtres paramètres pour exclure les sources, les correspondances petites.
OK? Alors, je retourne à Notes. Et dans ces cas, alors, si j'ai l'intention d'exclure par nombre de mots et exclure toutes les sources qui contiennent moins d'un certain nombre de mots, je clique sur le filtre et ici, à bas, je peux voir exclure les faibles correspondances. OK? Ici, on va exclure toutes les faibles correspondances qui contenaient moins de 10 mots. Mais si je veux incrémenter ça, je peux faire 15 mots, euh, et appliquer les filtres et voir s'il y a des différences sur le taux de similarité global. Et il y a une réduction d'un point. Mais aussi, je peux voir ici dans la liste, et vous pouvez voir que les correspondances avec 10 mots ont disparu maintenant. OK? Ainsi que je peux modifier les filtres comme je veux. Les filtres ici, vous voyez, vous montre, OK, la comparaison des copies, mais aussi toutes les autres options qu'on avait au-dedans de la section du chercheur. Exclure la bibliographie, texte cité, référencé, résumé, méthode matérielle, exclure les faibles correspondances. D'accord? Dans notre compte chercheur, on avait aussi des sections personnalisées. Les sections personnalisées euh, qui étaient ces sections qui ont été créées par notre administrateur. Alors, les sections personnalisées sont celles qu'on trouve ici. Et si j'ouvre les sections personnalisées, on pourra voir si effectivement le système a exclu quelque chose. Dans mon cas, j'avais l'introduction euh, activée comme exclusion. Et dans ces cas, si je clique sur introduction, ici, le système va me montrer où est le texte au-dedans de la section introduction. On peut voir qu'on contient 329 mots exclus et je peux les voir en bleu ici. Le système me donne aussi l'opportunité de modifier les limites. Par exemple, si je ne crois pas que la section entière devrait être surlignée en bleu, alors je modifie les limites et je décide que, par exemple, OK, il y a le paragraphe qui commence avec once et termine avec source. Je veux que cette partie de l'introduction soit comparée avec la base de données. Alors, je confirme les modifications. Dans ces cas, je peux voir que alors l'introduction, la partie de l'introduction qui a été exclue de la comparaison contient 235 mots parce que le reste a été restauré sur le texte et sera utilisé pour euh, recalculer la pourcentage de similarité. D'accord? Je peux toujours changer d'avis aussi et décider d'annuler les modifications. OK, comme vous voyez ici. Et, et dans ces cas, voilà, euh, on a encore une fois les 329 mots initiels. OK? Je peux aussi décider de inclure l'entière introduction dans la comparaison. Alors, dans ces cas, je peux toujours cliquer sur le petit œil que vous voyez ici. OK, je clique sur l'œil, que c'est la section exclue. Alors, maintenant, comme vous voyez, au-dedans de section personnalisée, on n'a rien qui a été exclu. Et l'introduction sera utilisée pour recalculer la pourcentage de similarité. Si je change d'avis, alors je peux retourner toujours sur afficher les paramètres. OK? Je clique sur afficher les paramètres et ça va me montrer l'introduction. Vous voyez que la section est en gris parce que la section a été exclue. Euh, Pardon, n'a pas été exclue non plus. Mais si je clique sur le petit bouton blanc, la section devient vert et dans ces cas, alors le système nous dit que, OK, on a exclu de nouveau la section de l'introduction et ça veut dire que le pourcentage se réduira selon ce qu'on a exclu. D'accord? Alors, ça, c'est l'option que vous trouvez sur les sections personnalisées. Vous pouvez toujours modifier
et changer les résultats avec ces filtres comme vous voulez. D'accord? Une deuxième option que vous n'aviez pas, c'est la section des indicateurs. Les indicateurs vous montrent s'il y a du texte masqué ou des caractères remplacés. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je clique sur texte masqué, ça me montre par exemple s'il y a des caractères en blanc ou en visible qui ont été ajoutés entre chaque mot. Parce que moi, comme auteur de cet article, je pense que si j'ajoute ces caractères en blanc, le système ne peut pas retrouver les similarités euh, entre cette phrase et, par exemple, la phrase originale, parce que la phrase de l'auteur original n'incluait pas ces caractères en blanc, et pourtant, je pense, oui, je suis content parce que je peux passer cette phrase comme originale, comme mienne, quand en fait, je le prise de quelqu'un d'autre. Mais ici, Authenticate vous montre ces caractères cerclés en rouge et pourquoi ajouter ces caractères, pourquoi perdre tout ce temps si on n'a pas besoin de ces caractères, OK, dans mon article. OK? C'est normalement euh, pour faire le tentative de tricher le système. Alors, une fois que vous voyez quelque chose sur les indicateurs, vous savez qu'il y a quelque chose additionnel à examiner. Parfois, on a des auteurs qui sont un peu plus créatifs et ce qu'ils font, c'est de, par exemple, mettre des guillemets au début de la phrase. Par exemple, si je mets des guillemets ici, il pourra être des types de guillemets différents aussi. OK, comme ça. Et je commence avec ces guillemets et je termine avec ces guillemets. D'accord? Je vais justement mettre ces sections-là. Alors, moi, je sais que, par exemple, mon professeur, le journal scientifique où je vais déposer ce document, ont la disponibilité d'utiliser les filtres pour l'exclusion des citations ou de textes référencés. D'accord? Alors, ce que je fais, c'est de mettre ces guillemets en blanc parce que une fois que je mets ces guillemets en blanc, le système, si on a exclu au-dedans des filtres les citations, ces phrases, entre guillemets, seront exclues directement de la comparaison. Et moi, je pense que c'est bien, j'ai gagné le loto maintenant parce que je sais que on ne peut pas dire que le texte n'est pas original parce qu'on n'a pas de texte surligné. Mais même si on a justement seulement utilisé des guillemets, les guillemets en blanc apparaîtront cerclés en rouge et il sera possible alors pour la personne qui lit ou qui reçoit cet article de identifier immédiatement avec ces indicateurs qu'il y a quelque chose de pas trop correct qui s'est passé. D'accord? Et ça, c'est quelque chose de très utile. OK? Euh, une autre option avec les caractères masqués, c'est d'ajouter des phrases entières à la fin d'une section, à la fin de l'article, etc., en blanc. Alors, quand j'ajoute quelque chose en blanc, je ne l'ajoute pas parce que je veux la passer comme un texte original, parce que si le texte est en blanc, c'est invisible aussi. Je cherche de incrémenter le nombre de mots dans mon document. Par exemple, si le journal scientifique m'avait commissionné un article de 8000 mots, mais je n'ai pas le temps d'écrire 8000 mots, j'ai décidé d'écrire 6000 mots. Mais le fichier Word me dit non, alors le nombre de mots, c'est 6000. Alors, dans ces cas, pour incrémenter le nombre de mots, j'ajoute ces phrases en blanc. Authenticate va vous montrer ces phrases en blanc que vous avez ajoutées en rouge pour montrer à la personne qui lit ou qui vérifie ou qui analyse votre rapport de similarité qu'il y a eu de la manipulation du texte. Et ça va bien sûr apparaître très clairement
en rouge comme ça. D'accord? Un autre indicateur sont les caractères remplacés. Alors, quand on parle de caractères remplacés, on parle de, par exemple, des caractères de l'alphabet latin, dans mon cas, qui ont été remplacés avec des caractères qui sont très similaires, mais qui viennent de l'alphabet cyrillique, par exemple. Alors, ces caractères qui viennent de l'alphabet cyrillique sont très similaires et je ne peux pas les distinguer, mais Turnitin, Authenticate peut les distinguer et peut vous montrer en rouge, cerclé en rouge, les caractères qui ont été remplacés. Et encore une fois, je me demande pourquoi remplacer ces caractères, parce que ça prend du temps et s'il n'y a pas une raison légitime, c'est vraiment étrange. Normalement, on change ces caractères pour passer ce paragraphe, des phrases, etc., comme original, quand en fait, moi, je les ai prises dans notre auteur, mais l'auteur original n'avait pas ces caractères en cyrillique. Et ça, c'est mon tentative de tricher le système, encore une fois. Alors, ces six sont les options au-dedans des indicateurs pour révision. Et c'est quelque chose de nouveau et c'est très utile si vous vérifiez, par exemple, des articles d'autres auteurs qui vous envoient des textes pour vos journaux, par exemple, ou des étudiants qui n'ont pas trop d'expérience, par exemple, ils pensent que tous ces opérations sont légitimes. Vous pouvez retrouver immédiatement euh, ce qui s'est passé et peut-être guider vos étudiants à changer, à améliorer leur manière de créer un article, une thèse, etc. Parce que ce que je veux dire ici, c'est qu'il n'est pas nécessaire de voir euh, ces outils que vous voyez ici comme des outils pour pénaliser les auteurs, les chercheurs, etc. Parfois, ils peuvent être utilisés pour soutenir le procès d'écriture, pour enseigner à un chercheur qui a commencé comment écrire correctement et avec intégrité leur propre thèse ou article, etc. OK? Euh, Juste pour parler à la fin de cette analyse pour ce qui concerne la similarité, je voudrais encore une fois vous rappeler que les taux de similarité globale ne va pas vous indiquer du plagiat. C'est pas un indicateur de plagiat, c'est un indicateur de similarité. OK? Ça veut dire que on vous montre les résultats que l'algorithme a calculés après la comparaison entre votre texte et la base de données. D'accord? C'est un taux de similarité parce que, par exemple, on sait des articles qu'on écrit avec un groupe de collègues. Peut-être que moi, j'ai écrit l'introduction, collègue numéro 2 a écrit chapitre numéro 1, et collègue numéro 3, chapitre numéro 2, et collègue numéro 4, la conclusion. D'accord? Alors, si chacun des membres du groupe euh, décide de vérifier la similarité de l'article avec la base de données d'Authenticate et chacun de ces chercheurs indexe l'article sur la base de données, alors les similarités entre ces textes apparaîtront immédiatement ici dans la liste des sources. Mais ça n'est pas du plagiat, même si le pourcentage est très, très élevé, parce qu'on parle d'une collaboration et on peut justement exclure les documents directement d'ici. OK? Euh, Aussi, on pourra avoir peut-être un chercheur qui, l'année passée, a publié sa thèse de doctorat sur un site Internet euh, pardon, institutionnel ou national, par exemple. Et aujourd'hui, il a décidé de utiliser partie de sa thèse pour créer un article de recherche. Si la thèse déjà existe sur Authenticate, parce qu'on capture ce site Internet, etc.,
Alors, l'article, même si cet article a changé un peu, pourra montrer des similarités avec la thèse originale. Et pour ces raisons-là, on pourra avoir une similarité globale qui est très élevée, mais encore une fois, on ne parle pas du plagiat, on parle de similarité. Alors, on peut exclure la thèse directement d'ici, la source, et ça va à me donner l'opportunité de réduire le pourcentage, par exemple. Ainsi que des pourcentages élevés ne sont pas un indicateur de plagiat. Pas tous les temps. Il pourrait être qu'on a du plagiat avec un pourcentage de 50%, mettons, mais ça n'est pas toujours le cas. Alors, il est toujours bonne pratique de analyser chaque rapport pour voir s'il y a de l'évidence. OK? Et aussi, si on trouve un pourcentage très petit, comme le pourcentage que j'ai ici, 16%, ça ne veut pas dire que, par exemple, euh, l'article est original. Parce que, comme vous avez vu, avec les indicateurs, on peut essayer de modifier un peu le texte pour réduire le pourcentage de similarité. En même temps, on peut aussi, par exemple, trouver des textes où on a des textes écrits par moi sur mon ordinateur, mais aussi de texte que j'ai inclus dans une image pour cacher le fait que ce texte dans l'image, moi, je l'ai pris dans notre auteur. OK? Ainsi que si moi, j'alterne l'écriture de 500 mots avec 500 mots dedans d'une image, je continue comme ça jusqu'à la fin. Bien sûr, le pourcentage pourra être très petite parce que elle sera calculée seulement sur le texte que j'ai créé moi-même, pas sur le texte au-dedans d'une image, parce qu'on ne peut pas extraire du texte d'une image pour calculer le pourcentage de similarité. On peut seulement calculer un pourcentage sur le texte que j'ai écrit moi-même sur mon ordinateur. OK? Euh, Ainsi que c'est très important de vérifier aussi si un pourcentage qui est très petite me montre quelque chose en niveau de manipulation. OK? Euh, Parce que, par exemple, si j'ai écrit seulement, je ne sais pas, 3000 mots moi-même et les autres 3000 sont au-dedans d'une image, si je vérifie, par exemple, là, le nombre de mots au-dedans de cette section ici, des détails, si je clique là, alors je vais sur Fichier. Le fichier me montre le nombre de mots et le nombre de mots, c'est 3000. Alors, ça veut dire pour moi que il y a quelque chose d'étrange parce que cet article devrait contenir peut-être 6000 mots, soit 7000 mots par exemple. Je ne le vois pas ici, mais le nombre de pages me montre que, OK, il devrait contenir exactement le nombre de mots que je m'entendais. Alors, dans ces cas, si j'ai des doutes, je peux toujours télécharger la copie d'origine et voir si, par exemple, on a euh, de l'évidence qu'il y a des images qui contiennent beaucoup de texte et pourquoi mettre des images de texte qui sont si larges si on n'a rien à cacher. D'accord? Ainsi que on peut trouver que les pourcentages, le taux de similarité qui sont très, très élevés n'ont rien à faire avec du plagiat et on pourrait être que les pourcentages qui sont très, très petites me montrent du plagiat, même si je ne le croyais pas quand j'ai ouvert le rapport en premier. D'accord? Alors, c'est très important toujours de voir ça. J'ai parlé des groupes de correspondance au début et comme j'ai dit, ça marche seulement pour les documents qui ont été écrits et bien sûr déposés en anglais. Et les groupes de correspondance me donnent l'opportunité d'exclure des phrases ou des sections au-dedans d'une même source. Par exemple, ce que je veux dire, c'est que si j'ai un article de recherche où, par exemple, le système a surligné quelque chose dans la première page, quelque chose dans la troisième page, quelque chose dans la cinquième page. Alors, ce qu'on a surligné dans la première page, c'est un bloc de texte, le bloc de texte numéro un.
ce qu'on a surligné dans la page numéro 3, c'est le deuxième bloc de texte et ce qu'on a surligné dans la troisième page, c'est le troisième bloc de texte. Alors, je peux exclure avec le groupe des correspondances chaque bloc de texte séparément du reste. Alors, parce que si j'exclus au-dedans des sources, j'exclus l'entière source et toutes ces correspondances blocs de texte en même temps. Mais ici, je peux vérifier, par exemple, quels sont ces blocs de texte et s'il y a la nécessité de les exclure tous à la même fois. Par exemple, 4 blocs de texte. Ici, je peux voir le premier et je peux voir que c'est un peu une description d'une formule, est-ce que, ou d'une manière d'analyser le DNA. OK? Alors, dans ces cas, je peux décider ici si cette phrase, on a, par exemple, le droit de ne la pas citer parce que tout le monde va décrire cette procédure exactement de la même manière, ou s'il y a quelque chose ici que j'aurais dû citer et je ne l'ai pas fait. OK? Si je décide de l'exclure, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter sur ça, parce que ça, c'est une description euh, universelle de cette opération, alors je peux exclure le texte d'ici ou je peux exclure la correspondance à droite aussi. OK? Je l'exclus d'ici. Et maintenant, ce qui se passe ici, qui est très bon, c'est que cette phrase qui a disparu maintenant, si cette phrase existait dans une autre source, dans ma liste de sources, alors la phrase aura été éliminée comme bloc de texte du dedans de toutes ces sources parce que on sait qu'il y a plusieurs sites internet, articles, etc., qui utilisent le même contenu. Parfois, on le recycle et parfois, on l'utilise d'une manière légitime. Alors, dans ces cas, j'exclus le bloc de texte dans une source, mais ça va disparaître de chaque source qui a utilisé ou surligné la même liste de mots, succession de mots. D'accord? Alors, j'ai d'autres blocs de texte aussi. Si je clique sur la même source auparavant, je vois quelque chose d'autre. Est-ce que cette succession de mots doit être citée ou pas? Est-ce que je dois l'exclure de la comparaison ou pas? Je peux l'exclure si je pense qu'il n'y a pas besoin de la surligner, ou je peux la laisser si c'est quelque chose que je dois retenir pour expliquer à mon chercheur qu'on aurait dû la citer, par exemple. Et je peux continuer jusqu'à la fin avec tout ça et dans ces cas, exclure d'une manière un peu plus euh, euh, un peu plus attentif parce que je peux, dans ces cas, voir exactement quelles sont les phrases au-dedans de chaque source qui ont été surlignées et je peux décider pourquoi ou s'il y a des raisons qui me portent à investiguer un peu plus. OK? Mais comme j'ai dit, ces groupes de correspondance marchent seulement si le texte a été écrit et déposé en anglais. D'accord? Alors, pour ce qui concerne la similarité, les filtres, les exclusions, etc., ça, c'est tout ce qu'on doit savoir. Comme j'ai dit, plusieurs choses. La majorité, je crois, euh, nous montre que l'ancienne version d'Authenticate est très similaire à celle-ci. Mais ce qui est différent, bien sûr, ce qui est nouveau, c'est l'écriture par IA, la détection de l'écriture par IA. OK? Comme j'ai mentionné au début, la détection IA marche seulement pour les textes qui ont été écrits et déposés en anglais, espagnol et japonais, l'arabe dans quelques mois, mais pas encore. OK? Ce qu'on fait ici aussi, je répète, c'est pas une comparaison entre euh, votre texte et une base de données de textes écrits par l'IA. C'est une comparaison linguistique, vocabulaire, grammaire, etc. OK? Alors, ce qu'on fait, c'est de prendre votre texte et de le diviser en segments de 200 mots, plus ou moins. Ces segments de 200 mots seront comparés avec, comme j'ai dit,
la grammaire, le vocabulaire, etc., utilisés normalement ou très souvent par IA. Euh, et si, par exemple, le segment est très similaire ou a été écrit d'une manière très similaire à un outil IA, le système va donner une note euh, proche au numéro 1. Et une fois que cette note a été euh, donnée à ce segment, le segment apparaîtra ici dans la répartition des copies et deviendra un de ces rectangles ici. Si je clique sur un de ces rectangles, ça c'est une des sections de plus ou moins 200 mots qui ont été identifiés et notés comme probablement créés par l'IA. OK? Mais on dit probablement parce que on a une pourcentage très petite, mais on a un pourcentage de faux positifs. 99% des cas qu'on analyse montrent de l'écriture IA réelle. OK? Mais il y a un pourcentage mineur d'1% qui rentre dans la catégorie faux positif. Et pour ça, on parle des taux de probabilité, pas de taux de certitude, OK? Pour ce qui concerne l'IA. Alors, ce qu'on ne peut pas vous montrer, même si, par exemple, le système a correctement identifié un texte comme écriture IA, ce que le système ne peut pas détecter, c'est l'intention. OK, pourquoi on a utilisé IA? Parce que il y a, par exemple, des chercheurs qui ont besoin d'utiliser des traducteurs qui sont des outils IA, par exemple. Si moi, je traduis mon article ou partie de mon article d'une langue à une autre avec l'IA, il pourrait être que le système détectera cette traduction. Alors, Authenticate n'a pas testé ce scénario en particulier, mais on a reçu des commentaires d'autres utilisateurs qui n'utilisent pas la langue anglaise couramment, mais qui ont traduit peut-être de la langue française à l'anglais et ils ont trouvé que le système euh, a surligné des segments comme s'ils étaient écrits par l'IA, quand en fait, ils étaient seulement traduits par l'IA. OK? Ainsi qu'il est important de considérer quelle était l'intention pour l'utilisation de l'IA. Par exemple, il y a aussi des chercheurs, des auteurs en général qui utilisent l'IA pour créer des bibliographies. Non, j'ai plusieurs auteurs qui ont été cités au-dedans de mon texte et je n'ai pas le temps de créer, par exemple, une bibliographie. Alors, j'utilise un outil IA pour créer la bibliographie. Et dans ce cas, la bibliographie sera surlignée presque complètement, peut-être comme créée par l'IA. Oui, c'est vrai, mais est-ce que ça est un problème? Seulement, notre institution peut nous dire si créer une bibliographie avec l'IA, c'est un problème, mais certainement, c'est pas la même chose que avoir créé notre article avec l'IA totalement. OK? Ainsi que on doit toujours voir quelles sont les nuances ici. Euh, parce que, par exemple, on a d'autres peut-être chercheurs euh, euh, ou étudiants, professeurs, etc., qui, mettons, on a quelqu'un qui est dyslexique et qui a l'autorisation d'utiliser un outil pour soutenir le procès d'écriture. Alors, dans ce cas, si l'outil est un outil IA, il pourrait être que le système va le identifier comme texte écrit par l'IA. Dans ces cas, encore une fois, l'intention n'était pas de tricher, c'était justement pour soutenir l'écriture. Alors, encore une fois, si je reçois un texte comme ça, avec ce pourcentage de détection, je dois alors penser
à ces scénarios et voir s'il y a une explication pour ce pourcentage qui est très élevé. Moi, je vous dis que normalement, il est très facile si on a beaucoup d'expérience comme professeur, comme chercheur, etc., de détecter l'écriture IA parce que l'écriture IA est très, très, euh, comment on dit, c'est pas trop spécialisé. Alors, tout, c'est très, très, très général, OK? Moi, j'écris, je sais pas, la description de l'histoire du Maroc et c'est toujours très, très général. On ne parle pas des raisons, on n'analyse pas, je sais pas, la situation sociale. Je ne veux pas en profondité parce que il y a c'est seulement une description très générale et un développement très général de la question ou du titre de notre article. Alors, si vous avez de l'expérience, il sera toujours possible, même si on n'a pas du texte surligné ici, de trouver s'il y a dia ou pas dans dans votre texte ou dans le texte que vous avez analysé. Euh, il est toujours une bonne pratique de, par exemple, avoir une version mise à jour de vos politiques d'intégrité académique parce que au-dedans de ces politiques, vous pouvez mettre les différents scénarios euh, dont vous acceptez, par exemple, l'utilisation d'IA quand vous n'acceptez pas l'utilisation IA, si IA est accepté pour les traductions ou la bibliographie, etc., tout ça peut être inclus au-dedans de vos politiques pour, bien sûr, vous protéger comme institution, mais aussi pour vous protéger comme département, ou chercheur, etc. Il y a aussi plusieurs institutions maintenant qui conseillent aux auteurs, chercheurs, professeurs, etc., quand ils écrivent, par exemple, quand ils écrivent, par exemple, un article, de mettre avant de l'abstract, de mettre une petite introduction où ils déclarent s'ils ont utilisé IA ou pas. Ça va vous protéger un peu parce que si je déclare immédiatement que j'ai utilisé IA pour traduire quelque chose ou pour créer ma bibliographie, par exemple, une fois que le directeur du journal ou mon examinateur, par exemple, trouve un pourcentage IA, il pourra penser, OK, c'est justifié, il m'a déjà dit, l'auteur m'a déjà dit ce qui s'est passé, c'est bien. OK, c'est toujours une question d'être clair et honnête sur ce qu'on fait et pour l'institution aussi de se protéger avec ces additions sur les politiques académiques aussi. Euh, Si le texte a été écrit et déposé en anglais, il est possible, bien sûr, de voir si le texte a été généré par l'IA, mais aussi de voir si le texte a été généré par l'IA et après paraphrasé par l'IA aussi. Pour ce qui concerne euh, les outils qu'on appelle humanizers, ces outils humanizers, ça veut dire que ce sont des outils IA qui peuvent imiter l'écriture humaine un peu mieux. Et pour la détection de ces outils humanizers, on est en train de développer aussi un système de détection. Ainsi que pour l'instant, on peut détecter si le texte a été généré par l'IA, s'il a été généré par l'IA et paraphrasé par l'IA en anglais. Et très, très tôt, on espère, on aura aussi l'opportunité de vérifier si le texte a été reformulé par un système IA Humanizer. D'accord? Si vous avez besoin de lire plus d'infos pour ce qui concerne la détection IA, on pourra cliquer sur les questions et réponses, ressources qu'on peut télécharger et utiliser avec vos chercheurs, vos étudiants,
il y a aussi une ressource qui vous aide à mettre à jour vos politiques aussi. Et si vous regardez sur les guides, on peut aussi retrouver les réquisites pour les fichiers. Euh, vous pouvez voir ici les limites pour ce qui concerne la détection. On a aussi une limite de mots. Par exemple, si vous déposez une thèse de 100 000 mots, la similarité, normalement, sera calculée. Mais si vous, par exemple, vous attendez un pourcentage de détection IA, pour 100 000 mots, ça n'apparaîtra pas. Le pourcentage pour l'IA, pardon, le taux de détection IA apparaîtra seulement si le texte rentre entre les 30 000 mots. D'accord? Vous voyez ici les langues qui sont supportées. Vous voyez ici les types de fichiers. Ça, c'est une liste limitée comparée à la liste des fichiers acceptés pour la similarité. Et après, vous voyez ici qu'on a des limitations pour ce qui concerne, par exemple, le texte qui n'inclut au moins 300 mots en prose. Par exemple, si j'ai des listes, si j'ai des tableaux, si j'ai des bibliographies annotées, etc., alors ces types de textes ne seront pas acceptés pour la détection IA. Ainsi que, et si vous voyez, par exemple, qu'au-dedans d'un texte, vous vous attendiez, pardon, un pourcentage de détection IA et ça n'a pas apparu, il pourrait être que les réquisites du fichier ou du texte n'ont pas été respectés. Alors, si vous ne voyez pas un pourcentage de détection IA ou vous vous attendez de voir quelque chose parce que vous avez créé le texte vous-même et vous pensiez de voir exactement ce que je vous ai montré, pardon, dedans euh, euh, de mon rapport, il pourrait être que les réquisites du fichier n'ont pas été respectés. Et ça, c'est très important. Euh, Avant de contacter notre équipe de support, vérifiez si ça s'est passé ou pas. Si vous voulez partager vos rapports de similarité, vous avez toujours l'option ici de télécharger. Vous pouvez télécharger rapport de similarité, vous pouvez l'imprimer, copie d'origine peut être téléchargée aussi, rapport d'écriture IA et vous pouvez aussi envoyer par email ce rapport de similarité en PDF. D'accord? Alors, pour ce qui concerne ce qu'on peut voir ici sur le rapport de similarité, c'est tout ce que vous devez savoir. Et moi, je suis prêt à répondre à vos questions. Je vais retourner ici. Je veux voir vos questions. Euh, ce que je vais faire après la session, bien sûr, je vais partager, comme toujours, l'enregistrement et aussi des guides et meilleures pratiques si vous en avez besoin. Alors, je vais voir sur la Q&A vos questions. Euh, Oui, Pamela, oui, bonjour. j'ai jeté, bon, je suivais les questions-réponses. Donc, il Mhm, y a un ensemble de questions que vous pouvez prendre en charge. Il se demande mhm, sur la fiabilité du taux AI déclaré. Est-ce qu'on peut dire que c'est un taux fiable? C'est une question qui s'est répétée mhm. beaucoup. Si vous Oui, pouvez donner des éléments de réponse. oui. Alors, pour ce qui concerne la fiabilité, comme j'ai mentionné, on a testé maintenant millions et millions de documents, de thèses, d'articles de recherche, etc. Et le taux de fiabilité a toujours été retenu sur le 99%. Alors, dans les 99% des cas, le système a correctement retrouvé et détecté l'utilisation de l'IA. Et là, un pourcentage mineur d'1% où on a des faux positifs, où on a détecté pas l'IA correctement, ça, bien sûr, si on pense à des millions de documents, 1% peut toujours être beaucoup de texte, mais si on pense aux 99% de tests
et des détections correctes, moi, je peux vous dire que le système est fiable pour ce qui concerne les tests qu'on a fait. D'accord. Et toujours en relation avec l'analyse IA, est-ce qu'il y a beaucoup de questions sur est-ce que on peut considérer que le pourcentage donné IA, c'est dire que c'est un plagiat? Alors, la pourcentage IA ne vous montre pas du plagiat, Hmm. pas du tout. C'est justement une manière de vous montrer que il peut être que des parties ou l'entière texte que vous avez reçu n'a pas été écrit par l'auteur, a été écrit par l'IA. D'accord? C'est pas une question de plagiat, pas du tout, parce que normalement, c'est qu'on trouve dans un outil IA, si on lui demande d'écrire une thèse, un article, etc., c'est original, mais c'est pas écriture originale par votre auteur, c'est écriture originale par l'outil IA. Mais c'est pas du plagiat, c'est justement un problème d'originalité. Mais comme vous savez, comme j'ai mentionné plusieurs des scénarios, vous devez toujours analyser l'intention aussi, l'intentionnalité. Est-ce qu'il y a l'intention de tricher ou pas? D'accord. OK? Sinon, est-ce que vous pouvez rappeler les types de détection IA dans le système? Il y a, Euh, ouais, il y a OK, dans- l'écriture, écrire, c'est le style. Il y a la traduction. Est-ce qu'on peut détecter la traduction faite à travers un outil IA? alors, la traduction faite avec un outil IA, comme j'ai dit, Authenticate n'a pas testé ça directement. C'est qu'on a reçu comme commentaire de clients qui, par exemple, ont traduit des textes du français à l'anglais, de l'italien à l'anglais, etc. C'est que il y a eu plusieurs cas où la détection d'Authenticate a trouvé l'utilisation d'un outil IA et a bien sûr offert un pourcentage aussi. C'est pas quelque chose comme j'ai dit, d'officiel qu'on a testé directement nous-mêmes comme entreprise, mais on a beaucoup de clients qui ne sont pas euh, euh, peut-être de bilingues, qui parlent anglais toujours, etc. Et pour ça, ils nous ont dit que ils ont testé cette partie et ils ont trouvé que le système a détecté l'utilisation d'IA pour les traductions. Ainsi que ici, je ne peux pas vous dire que le système est fiable parce que c'est un test qu'on n'a pas fait nous-mêmes, c'est un test qui a été fait par des clients qui nous ont donné des commentaires sur ça, ainsi qu'il pourrait marcher, il pourrait pas marcher. Ça dépend. Il y a une question sur quelle est la suite de mots, le nombre de mots qui se suivent pour dire que c'est du plagiat, pour commencer à calculer le taux de similitude. OK? Pour les taux de similitude, on commence avec 8 mots. Une succession de 8 mots sera détectée et montrée comme une source petite au-dedans de la liste. Et bien sûr, c'est à vous de décider si huit Mhm. mots en sous-section sont du plagiat ou pas, mais le système va calculer à partir de 8 mots en succession. Il y a beaucoup de questions sur le taux de AI toléré. Si vous pouvez dire un mot, Mhm, sachant que mhm. Oui. c'est comme le taux de similitude. C'est pas un jugement, mais c'est un constat. Mhm. Si vous pouvez dire Oui, plus, Pamela. oui. Alors, pour ce qui concerne le taux de détection IA, on ne peut pas vous dire, oh, vous pouvez accepter 30% et pas 50%. Parce que, comme vous imaginez une section qui a été surlignée en bleu, par exemple, il pourrait être que c'est une section très importante. Et même si cette section occupe seulement le 20% de votre texte, ça ne veut pas dire que ça n'est pas quelque chose que vous devez peut-être analyser. Alors, ou que vous devez alors peut-être euh, considérer comme problématique. D'accord? Alors, il n'y a pas un taux acceptable parce que ça dépend du type d'article, de documents que vous avez déposé et ça dépend aussi de combien de textes on parle aussi. Par exemple, si je pense ou du type de texte au-dedans de votre document. Parce que si le 20% de
texte a été détecté comme IA, mais on parle de ma bibliographie. Est-ce que ça, c'est un problème? Il pourrait être qu'il n'est pas un problème. Ainsi que, mais il n'y a pas vraiment un seuil de tolérance universel pour ça. On doit vraiment considérer chaque document comme et chaque taux d'IA comme complètement séparé des autres parce que la similarité est un peu différente parce que vous avez la liste des sources qui peuvent vous aider à juger un peu la situation. Mais ici, vous n'avez pas ça. Et c'est un type de jugement qui est vraiment un peu séparé du taux d'IA parce que ça dépend de ce que vous voyez au-dedans du texte. Parce que, par exemple, moi, si j'ai un texte où le taux d'IA est 100%, mais les 100% vient du fait que je suis dyslexique. J'ai dû utiliser un outil IA pour réorganiser mes phrases. Ça ne veut pas dire que ça, c'est problématique, par exemple. Ainsi que il est très dangereux de penser au seuil de tolérance quand on parle de détection IA, au moins pour l'instant. Je suis en train de voir d'autres questions. Mhm, J'ai laissé un ensemble de questions pour lesquelles je vais répondre parce que ça relève de nous. Mais mhm, sinon, il y a une autre question sur est-ce que le iTaunticate compare les versions à l'intérieur de l'espace de chaque utilisateur. Si un chercheur dépose un document, apporte des modifications et le dépose une deuxième fois, est-ce que il va mhm. le comparer avec le contenu Oui. de l'espace du chercheur? Alors, sous cette version d'Authenticate, on a l'opportunité d'indexer vos articles de recherche sur la base de données si vous voulez et si vos administrateurs vous ont autorisé à faire ça. Si vous n'avez pas l'opportunité de choisir d'indexer sur la base de données, alors si vous déposez de nouveau une troisième fois, une quatrième fois, etc., les versions intermédiaires, la première, la deuxième, la troisième, ne seront pas comparées avec la quatrième. Au contraire, si vous avez l'opportunité de décider vous-même, parce que votre administrateur vous a autorisé à choisir si vous voulez indexer ou pas, alors dans ce cas, si vous avez dans un dossier décidé de indexer tous les documents, par exemple, déposés sur ces dossiers, alors dans ces cas, oui, si vous déposez dans ces dossiers qui a été autorisé à indexer une quatrième version de l'article, une cinquième, etc. À partir de la deuxième version, toutes les versions intermédiaires seront comparées les unes avec les autres. Oui. Mais ça dépend de la choix que vous faites au-dedans du dossier pour ce qui concerne l'indexation. Ainsi que serait mieux de rejoindre vos administrateurs pour lui demander si cette option a été activée ou pas. Donc, je réponds tout de suite, nous avons désactivé cette option, donc on ne peut pas garder sauvegarder ni garder de copie ni sur d'ailleurs ni sur le serveur d'Itanticket parce que le système ne le fait pas, ne le permet pas, ni sur un réservoir local. Donc il n'y a pas de sauvegarde de copie n'importe où. Donc, c'est dans les paramètres, c'est décoché. Donc, vous pouvez être rassuré. Il n'y a pas de copie, il n'y a pas de sauvegarde de vos travaux. Si vous le déposez, ça va rester uniquement sur votre espace de travail. Donc, c'est une réponse collective à beaucoup de réponses sur cette option. Oui. Et ça répond à votre question parce que vous n'avez pas l'option d'indexer sur la base de données d'Authenticate. Chaque version intermédiaire du même article que vous déposez ne sera jamais comparée avec les précédentes. Ça, c'est la réponse maintenant qu'on sait que cette option d'indexation a été bloquée par vos administrateurs. OK? Est-ce, est-ce qu'on a d'autres questions peut-être Oui, différentes? on pose les questions au fur et à mesure. Donc, je vais voir les dernières questions posées. OK. Donc, il n'y a pas d'attestation pour cette session. Oui. Donc, si vous permettez, Pamela, de voir de votre côté, moi, je vais prendre en charge quelques questions qui Mhm. est relative à la création de compte. Je rappelle la procédure de création de compte. Malheureusement,
on ne peut pas prendre en charge les demandes individuelles de création de compte. On passe par l'université. C'est l'université qui nous envoie les listes des enseignants-chercheurs, tous les enseignants-chercheurs, des doctorants à partir de la troisième année de doctorat. Donc, vous êtes éligible si vous êtes en troisième année. Pour l'ancienne version, il y avait les doctorants de deuxième année qui étaient aussi éligibles, mais pour un souci de conservation de crédit et en concertation avec les universités, on a décidé de restreindre la création de comptes pour les doctorants pour ceux inscrits à partir de la troisième année. Sinon, s'il y a un besoin particulier, les doctorants peuvent toujours se rendre vers leur encadrant ou leur CEDOC pour les aider à faire une analyse en cas de besoin. Donc, il y a toujours des personnes, des doctorants, des enseignants qui essaient d'utiliser l'ancien compte de la première version. Donc, je vous informe que les comptes de l'ancienne version ne sont plus fonctionnels, ils sont obsolètes, vous ne pouvez pas l'utiliser. Ce sont les nouveaux comptes créés sur Authenticate V2 qui sont en cours et je viens de rappeler la procédure de création. Il y avait beaucoup de questions qui nous demandent est-ce que l'établissement X a envoyé l'établissement Y a envoyé. Malheureusement, on ne peut pas vérifier sur le tas. Parfois, on ne reçoit même pas le nom de l'établissement qui dépend de l'université, donc on ne peut pas le savoir, on ne peut pas vous répondre. Mais vous vérifiez dans vos spams. Pour de notre côté, nous sommes à jour. On crée toutes les listes qu'on reçoit. D'ailleurs, je remercie très fort Nassar Noura qui fait un travail excellent pour être à jour et pour répondre à toutes les requêtes à un temps record. Donc, jusque-là, on n'a aucune liste en attente. Donc, soyez-en sûrs. Euh, la création se fait aussitôt les listes reçues. Donc, peut-être que vous avez un compte et que vous n'avez pas été averti de cela. Prière de vérifier dans vos boîtes de Pardon, on ne vous point. entend plus? On vous a perdu? Bonjour, Madame Slimani, on vous a perdu, on ne peut pas vous écouter. Ou votre université, si vous n'arrivez pas à le faire, même si c'est un travail de plus pour nous, mais vous nous envoyez un email et on va acheminer votre demande au CEDOC ou à la personne contact pour vous orienter. Donc, établissement, donc, il y a beaucoup de questions sur le taux de similitude toléré, donc on ne peut pas vous le dire parce que ça dépend de chaque université. Ça dépend des éditeurs, des revues, du domaine. Donc, il n'y a pas un taux à vous communiquer. Si vous vous déposez un article, ça sera certainement affiché sur la page de la revue. Si c'est pour la thèse, vous devez voir avec votre université, votre CEDOC ou votre encadrant. Ce sont les mieux placés pour répondre à ce type de questions. Il y a une question sur la limite d'utilisation. Donc, les comptes qu'on a contractés ou bien achetés dans le cadre du contrat ne sont pas illimités. C'est limité. Chaque chose a une limite. Mais l'utilisation n'est pas limitée. On n'a pas limité l'utilisation ni pour les doctorants, ni pour les enseignants, ni pour qui que ce soit. Mais il y a un regard fait, il y a un contrôle fait. Si on remarque qu'il y a une utilisation anormale, on contacte le concerné pour demander des explications, des justificatifs pour cette utilisation. S'il n'y a pas d'explication ou de justification d'utilisation, on informe l'université et le concerné que son compte sera suspendu parce que pour nous, c'est une utilisation qui n'est pas justifiée. Donc, c'est un abus d'utilisation. Ça, on le fait dans le but de conserver les soumissions qu'on a acquis pour tout le monde, pour que tout le monde puisse accéder et utiliser la solution Authenticate. Donc, j'espère que ce sont les points que j'ai notés parmi vos questions. Pour le français, comme a dit Pamela, ce n'est pas encore pris en charge dans la détection AI des documents écrits en français. C'est uniquement l'anglais, l'espagnol et le japonais. C'est ça, Pamela. L'arabe est en cours de Oui, oui. développement. Le français, ça Mhm. sera fait, je pense, ultérieurement Oui. pour la détection des documents écrits en français. Il n'y a pas des attestations de participation à ce webinaire.
Et Pamela, si vous avez Oui, détecté une question, sinon je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. non, je vois juste. Encore une fois, il y a une question entre quelle est la différence entre le taux de plagiat et le taux de similarité? Il y a pas de taux de plagiat, seulement taux de similarité. Le plagiat, c'est un jugement que vous faites à la fin de votre analyse. Oui, si la traduction a été faite par un être humain, alors bien sûr, la détection néa ne peut pas marcher. Ça va sans dire. Euh, et je crois que c'est ça. Oui, oui, c'est tout. Je vois pas. Pardon, Pamela, Ah, on reçoit on beaucoup ne de peut. réclamations OK. sur parfois des personnes, ils sont sûrs que le travail n'est pas écrit par l'IA, mais le taux, il y a un affichage de taux euh, Mhm, qui est écrit de notre côté. Est-ce qu'on peut mhm, dire que j'ai lu dans le guide que si on trouve beaucoup de faux positifs, on contacte mhm. Oui, le support parce que c'est un produit nouveau quand même, c'est en cours de développement et oui, toutes les réclamations vont aider l'équipe de développement à améliorer le absolument. produit. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, Pamela, sur ce point? Alors, les faux positifs, normalement, quand on parle de peut-être je sais d'un chercheur qui n'est pas bilingue, anglais, français, etc. Alors, si je n'utilise pas l'anglais du jour de ma naissance, voilà, ça veut dire peut-être que quand je m'exprime sur un article de recherche en anglais, peut-être que ma manière d'écrire est un peu, comment dire, robotique, un peu, je répète beaucoup les mêmes structures linguistiques, etc. Et ça, c'est quelque chose que les outils IA font aussi. Et ça pourrait être une des raisons pour lesquelles vous avez un taux de détection IA, même si vous ne l'avez pas utilisé. Et comme Madame Slimani vous a dit, si vous voulez, vous pouvez contacter notre équipe de support technique. Ils pourront alors analyser un peu ce qui s'est passé et bien sûr vous donner des réponses et aussi améliorer l'outil. Bien sûr, oui. On ne peut pas exclure, euh, comme on a vu, footnotes ou choses comme ça n'est pas possible maintenant. Ainsi que si vous avez des footnotes, elles seront toujours euh, euh, considérées au-dedans de l'analyse, on ne peut pas les exclure. OK? Euh, il y a Madame Yacoubi qui me rappelle une question. Mhm. Est-ce que si on publie des articles et on les inclut dans la thèse, est-ce que c'est considéré comme plagiat? Je sais, c'est un peu loin, mais communément, qu'est-ce Alors, que c'est fait? non, on le considère comme similarité en premier, OK? Mhm. Parce que vous êtes bien sûr sur notre système avec un article que vous avez déposé aujourd'hui et d'autres articles qui existent déjà dans la base de données, ainsi qu'on parle de similarité. Et on parle de plagiat seulement, par exemple, si vous avez, je ne sais pas, trois articles que vous avez publiés et après vous en publiez un quatrième avec le même texte, même si vous avez pris 25% du premier article, 25% du troisième et 30% du deuxième, une fois que vous créez un quatrième article avec des phrases ou des paragraphes sans changer rien d'autres articles, par exemple, alors ça pourrait être considéré comme du plagiat, mais pas de notre part, de la part du journal scientifique, de la part de votre examinateur, etc. Alors, parce qu'il serait, dans plusieurs cas, vu comme d'autoplagiat. D'accord? Si vous, par exemple, parlez seulement d'articles d'autres auteurs, que vous avez référencé dans votre article, par exemple, pour le créer et euh, euh, l'améliorer. Alors, dans ce cas, ça dépend de comment vous avez cité ces articles, mais on part toujours avec une considération de similarité, pas de plagiat. Même si vous parlez de avoir pris du texte d'autres auteurs, le logiciel, pardon, vous montre toujours un taux de similarité.
Le plagiat, je comprends que c'est toujours un problème peut-être d'interprétation du mot, mais le plagiat, c'est un jugement que l'être humain fait une fois qu'il analyse les résultats. Ce que vous voyez sur la plateforme, c'est un résultat de similarité, ok? Un résultat de comparaison. Mais le jugement du plagiat, c'est seulement quelque chose qui peuvent faire les êtres humains et ça dépend de la personne qui va analyser votre texte. Si vous envoyez un article de recherche à un journal scientifique et ces examinateurs de votre article ne comprend pas parce que vous en avez mis quelque chose entre guillemets, etc., il pourrait le considérer comme du plagiat. Mais même si le journal scientifique utilise Authenticate ou d'autres systèmes comme nous, le résultat que ce logiciel vous montre, c'est un résultat de similarité, mais le plagiat sera quelque chose qui sera peut-être euh, peut-être décidé de l'être humain qui analyse votre texte et les résultats du logiciel, mais pas du logiciel lui-même. Il y a une question, permettez, si vous avez encore le temps, Mhm, Pamela. Monsieur Obasseri a dit que vous avez cité pour la suite de mots 8 mots mhm. et pour l'IA, vous avez parlé de nœuds. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas OK. si... Oui, oui, Mhm. merci. OK. Pour la similarité, c'est 8 mots consécutifs, une succession de mots. OK. Pour ce qui concerne, au contraire, l'IA, on ne considère pas la succession de mots comme ça parce que on n'a pas une comparaison avec une base de données. Ce qu'on considère, c'est le texte en général. Mettons qu'on a un texte de 1000 mots, OK? Ce texte de 1000 mots sera divisé en segments de 200 mots pour rendre la comparaison entre votre texte euh, la, euh, et la grammaire, le vocabulaire, la syntaxe qui est normalement utilisée par les outils IA un peu plus facile parce qu'on doit alors donner à ces segments de ces 200 mots, pardon, une note entre 0 et 1. Et le plus proche à 1, la plus grande est la probabilité que ce segment a été créé par l'IA. Dans ces moments-là, il n'est pas possible de faire ce type d'analyse IA sur un texte complet. Et je crois que c'est justement une limitation technique. Et pour ces raisons-là, on, euh, on va diviser votre texte en segments de 200 mots qui n'ont rien à faire avec la similarité parce que c'est une comparaison différente et il y a des paramètres différents. Ici, c'est justement une limitation technique qui nous dit, OK, on doit avoir au moins des segments de 200 mots pour pouvoir analyser chaque partie du texte et voir s'il y a effectivement de l'évidence qu'on a utilisé un outil IA. C'est tout. La différence est vraiment entre similarité textuelle, parce que si j'ai par exemple écrit dans une section qui devrait être originale 8 ou 10 mots qui ne sont pas originaux, il pourrait être que ça c'est significatif. Mais dans le cas d'IA, il n'y a rien de ça parce que moi, pour pouvoir analyser un texte avec la grammaire, avec la syntaxe, avec le vocabulaire, je dois avoir un texte qui est le plus long possible parce que sinon, je ne peux pas voir s'il y a des répétitions de certains mots, s'il y a, par exemple, un paragraphe ou plus d'un paragraphe qui sont très, très générales avec le développement de la section, etc. Ainsi que c'est complètement une opération différente. On a besoin de plus de texte pour pouvoir vous donner un taux de détection IA. Et par contre, parce qu'on a des sources au-dedans de la base de données qu'on peut utiliser n'importe quand pour nos comparaisons avec vos textes, 8 mots sont suffisants pour vous donner des résultats avec la comparaison, avec le taux de similarité.
Je ne sais pas si ça vous aide, j'espère. Merci beaucoup, Pamela. Donc, Ok. euh, on a espéré voir la rubrique questions-réponses avec zéro réponse à la fin, mais Ce n'est jamais ça possible. Il comme n'est oui, jamais oui, oui, possible. oui. Donc, je suis désolée si on n'a pas pris une question. Il y a beaucoup de questions qui se répètent. Et si on n'a pas pris des questions qui n'ont pas été posées, on s'en excuse. Nous allons prévoir d'autres sessions de formation prochaines et nous essayons de prendre ces questions, Inch'Allah. Je suis désolée, nous ne voulons pas retenir plus Pamela parce qu'il a d'autres, certainement, elle a d'autres engagements. On vous Merci. remercie. Si vous avez des questions particulières, vous pouvez nous les envoyer sur antiplagiat@conf.cnrst.ma. Nous allons essayer de répondre sur les questions pour lesquelles on a des réponses. Pour les autres, on peut les remonter à l'équipe support d'Itanticket pour nous donner une réponse. Donc, on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, pour vous accompagner pour avoir vos comptes et soyez rassurés qu'on fait de notre mieux pour réussir cette opération de création de comptes et d'utilisation par les chercheurs. Donc, je vous remercie pour votre présence et on vous donne rendez-vous très prochainement avec d'autres sessions de formation sur les ressources électroniques, mais aussi sur l'utilisation de iTanticket. Merci beaucoup, Pamela. Merci. Merci, merci Madame Slimani pour votre aide et votre soutien. Et je vous souhaite une bonne journée à vous tous. Et on se À vous également. voit, oui, à la prochaine session. À Prochaine, la prochaine oui. session. Merci. Merci beaucoup, Pamela. Merci, au Au revoir. revoir Bonne fin de journée. et bonne journée à vous aussi.